Eh bien, pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes et une très bonne fin d'année, nous vous proposons avec Mathilde un épisode de CTOs un peu spécial, car il s'agit de nouveau d'un best-of qui regroupe quelques-uns de très bons extraits d'une douzaine des épisodes de cette année. Très bonne fête de fin d'année à tous. Céline Mayer, CTO de Vision, qui revient sur la communication non violente, la CNV. Alors, je dirais pas que je travaille au quotidien. J'ai pas un entraînement tous les matins. Je fais pas de miracle morning en me disant je vais faire mon entraînement de développement personnel. C'est plus une manière de vivre. Et c'est vrai que j'essaie de me renseigner sur qu'est-ce que je peux faire différemment, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour que ça se passe bien. Je pense à un autre exemple de qu'est-ce que j'ai appliqué qui vient des enfants au travail. C'est tout ce qui est CNV, communication non violente. Ouais. J'ai remarqué en tout cas avec les enfants. Alors ça ne marche pas toujours quand un enfant est complètement en crise. Tu peux essayer de le raisonner avec des mots tout doux, ça ne marche pas toujours. Mais en tout cas, ça permet d'exprimer des besoins. Alors je vais te donner un exemple plutôt à la maison. Si on dit oui, il y a encore tes chaussettes sales qui traînent dans le salon, ça énerve tout le monde, ça énerve la personne qui le dit, ça énerve la personne qui le reçoit, alors que la CNV, tu vas d'abord exprimer ton émotion et ton besoin, et puis tu essaies d'arriver à une solution gagnant-gagnant. Donc tu vas plutôt dire quand je vois les chaussettes qui traînent dans le salon, je me sens gênée. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien, mais en tout cas, ça m'étouffe. Dis-moi, tu trouves l'adjectif que tu veux. Et puis, en fait, est-ce que tu serais d'accord, par exemple, de les mettre dans le panier à linge ? Voilà, donc c'est des demandes très simples. Enfin, ça paraît beaucoup de bon sens, sauf que spontanément, on le fait pas. Et du coup, ça crée des conflits là où ça pourrait être résolu très simple. Plus simplement et plus doucement, quoi. Voilà. Donc là, je donne l'exemple des chaussettes dans le salon. Bon, ça peut être aussi des exemples dans des code reviews. Quand on fait... dans une code review. Alors par exemple, ça donne quoi dans une code review ? Dans une code review, tu peux tomber sur une ligne de code où tu te dis mais jamais des faut faire boucles ça. imbriquées, des choses comme ça. Voilà. T'es bête ou quoi je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans une code review ? Alors c'est peut-être pas marqué tel quel, mais voilà, tu peux. Donc je n'irai pas jusqu'à faire la CNV dans chaque ligne de code review évidemment, mais tu peux partir du principe que la personne n'a pas le même contexte que toi, donc aller préciser, ou voilà, quand je vois telle ligne de code, je suis un peu surprise parce qu'on a fait une formation sur le thème la semaine dernière. Est-ce que tu penses que tu pourrais écrire d'une manière différente qui respecte ce qu'on a vu la semaine dernière, par exemple ? Nicolas Durand revient sur l'importance de la bonne compréhension des besoins pour pouvoir penser solution. Et des fois, quand on n'est pas du monde d'informatique, on entend souvent les gens qui connaissent pas grand-chose d'informatique critiquer. Tu vois, ils voient la moins appli, la moins de nouveautés, etc. Ah, c'est nul, ils sont bêtes, ils n'ont pas pensé à, oh là là, etc. Et en fait, non, créer une application, créer un produit informatique, c'est très très compliqué. Et donc, il faut essayer de transmettre ça aux gens dont c'est moins le métier. Ça, c'est ta difficulté. C'est un des enjeux. Mais je pense qu'en fait, il se pose à tout le monde, si tu veux. C'est que quand tu veux créer n'importe quel type de produit, tu as besoin d'essayer de te dire quel problème je résous, pourquoi je le résous, et comment est-ce qu'il faut le résoudre. Moi, j'ai toujours tendance à dire, alors je ne sais pas si c'est vraiment la vraie histoire, mais je pense que personne au monde n'a un jour demandé Excel comme logiciel, tu vois. Personne n'a dit ce qu'il faudrait en fait, moi ce qu'il me faudrait en tant que comptable, c'est un sort de tableau infini où je puisse mettre des formules, des ceci, des cela, etc. Ces gens-là, ils demandaient à l'époque, moi ce que je veux, c'est un outil où je peux rentrer le salaire que j'ai à payer, que ça me génère automatiquement les charges et tout. Et en fait, t'as quelqu'un qui a réussi à comprendre l'essence du problème, à dire ok, en fait, à entendre plein de gens qui avaient plein de problèmes différents, ok, l'essence de votre problème, en fait, il se résume en un tableau avec des formules, des machins et tout. Et donc, tout l'enjeu, c'est de réussir justement à pas prendre pour argent comptant un besoin, mais d'en comprendre l'essence, de dire ok, en fait, ton besoin c'est ça. C'est pas ce que tu me dis. Toi, tu m'expliques quelque chose, mais qui est pas en fait ce qui est ta vérité, mais qui est pas t'as pas trouvé la réponse en fait. Et par contre, moi, expert informatique, qui aime un peu la création de produits, je vais essayer de voir ce qui est, grâce à ma trousse à outils, ce que je vais pouvoir faire pour résoudre ça, quoi.
Et donc, mais de la même manière que quand tu vas chez le médecin, tu vois, tu vas pas lui dire ce qu'il faut, tu vas pas voir ton médecin en disant bonjour, il me faut une radio du genou. Tu vas lui dire j'ai mal là, quoi. Tu vois. Non, mais il y a plein de métiers où, en fait, il y a des métiers où ça te semble vachement naturel d'expliquer la solution. Et tu vois, quand t'es pas l'informatique, t'as très envie de dire ouais, je voudrais une appli avec des boutons pour faire ça, etc. Machin. Alors que chez le médecin, tu lui dis pas je voudrais ça, quoi. Ou alors, quand tu vas voir un avocat, tu dis pas je voudrais que vous plaidiez tel article pour dire ça. Non, tu lui expliques un problème et il dit ok, bon, maintenant je suis expert des solutions à ces problèmes-là, donc je vais te trouver une réponse. Clément Charteau, CTO de Litchi, qui nous évoque la problématique du make or buy. Donc dans la problématique du make or buy, toi t'as plutôt un prix que make. Ça c'est excellente question, puisque cette problématique elle arrivait très souvent, surtout quand tu es dans un groupe. L'argent, il faut trouver comment on est le plus efficace et le plus on fait attention. Le meilleur ROI. Voilà, le meilleur ROI. Et donc le make or buy, j'étais souvent en faveur du make plutôt que du buy, tout simplement parce que tu construis aussi, en construisant la tech, en faisant toi-même, tu construis des compétences et tu offres des libertés et de la flexibilité que tu n'as pas lorsque tu buy une solution du marché. Typiquement, sur la partie CMS, sur comment tu modifies le contenu d'un site web sans faire des releases à chaque fois, c'était du fait maison. On avait des API, on avait construit un CMS qui n'était pas headless à l'époque, hein, c'était un CMS qui était haut en couleur. Voilà, j'en vois les écrans quand je ferme les yeux, c'était particulier, mais il fonctionnait, tu vois. Et on n'avait pas réinventé la roue, mais c'était un truc fait maison qu'on a pu faire évoluer extrêmement facilement en fonction des besoins pour pouvoir typiquement réagir à une news géopolitique qui impacte le travel. Grâce à nos CMS qu'on a fait maison, on a monté une API, on changé le front à chaud. Cette flexibilité-là, on l'avait en quelques heures. Là où, si tu es tributaire d'une solution externe, c'est pas la même chanson. Donc le make or buy, j'ai très souvent tendance à passer par le make, peut-être par fierté aussi, me dire j'ai pas envie d'acheter une solution d'un autre, je veux la faire moi-même. Je sais pas si c'est toujours le bon moteur, mais en tout cas cette volonté d'être honneur de la solution. Est-ce qu'il y a des cas ou est-ce qu'il y a des fois où tu te dis tiens non là j'achète? Tu vois, avec le recul, typiquement le CMS, il a servi vaillamment son pays, mais avec l'avènement des CMS headless et de la capacité d'implémentation multi-device, multi-résolution, où nous on avait quand même une image, typiquement pour un web, il fallait la dupliquer, la tripler pour qu'elle soit dispo sur tablette, sur mobile, là où tu as des CDN qui font ça bien mieux que nous, là où tu as des CMS qui permettent d'uploader une seule image et aller automatiquement cropper, resizer, compresser, sans que toi tu aies à taper les 8 gigas de high def qu'on t'a livré. Donc j'ai pas de regrets, mais ça fait partie des sujets où là aujourd'hui tu le défendrais pas forcément. Exactement, ça m'a aussi ouvert l'esprit à me dire c'est pas une question de fierté, c'est aussi une question de qu'est-ce qui est pérenne, quel est le meilleur choix qui nous garantira d'être toujours au top dans plusieurs années. Mais c'est aussi de bonne guerre, c'est que quand tu es un peu foufou, quand tu es jeune et quand t'as la niaque, tu veux être le premier. Alors en tout cas moi c'était un de mes moteurs, et quand tu fais du commerce c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant, c'est que tu te jauges avec tes compétiteurs et tu as envie d'être le plus rapide, il faut que la web perf soit au top, il faut que l'expérience UX soit la meilleure, et donc tu te jauges. Là où maintenant avec le recul j'aurais peut-être une approche plus rationnelle et me dire ok c'est bien beau de le faire en interne, mais est-ce qu'on peut le faire pour un peu plus cher, certes, mais avec quelque chose de plus solide en termes de sécurité. Le DevSecOps a explosé ces dernières années. À l'époque, on n'y était pas, on n'avait même pas de RSSI. C'est aussi des questions qui font que les choix que tu fais aujourd'hui pour la tech doivent être ceux qui sont encore valables demain, et donc le buy parfois fait sens. Adrien Blandin, CTO de Le Permis Libre, dont l'objectif c'est de devenir inutile. Tu faisais du dev, un peu moins de dev, et puis maintenant tu fais sans doute quasiment plus de dev et ouais, plus du tout. Et du management. Ouais, beaucoup de management. Non, c'est vraiment tous les 4 mois, il y a tout qui change. En fait, c'est assez dingue parce que tu te remets en question en permanence. Il y a 4 mois, je me suis dit pour être un bon CTO, il faut que je fasse ça. Et c'est déjà plus d'actualité. Aujourd'hui, je suis un bon CTO si j'apprends à quelqu'un à faire ça. Et donc, c'est une grande partie de mon boulot aujourd'hui. Et ça va être clé pour la suite de l'aventure. Surtout, en doublant l'équipe, ça va vraiment être critique. Mais c'est de faire émerger d'autres leaders au sein de l'entreprise qui vont prendre le relais sur des choses que je faisais aujourd'hui, techniques, ou en termes de management, pour que cette équipe elle puisse scaler et que moi, je devienne inutile. Ton objectif, c'est d'être inutile.
être inutile et ne prendre aucune décision. Ouais. C'est mes 2 objectifs. Ah bah faudrait que t'en prennes, hein, je pense, à un moment donné quand même. Non, je pense que si tu mets une bonne culture, que tu arrives bien à déléguer, bien à responsabiliser, avoir les bonnes personnes de confiance au bon endroit, tu peux commencer à réduire drastiquement le nombre de décisions que tu prends chaque jour. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de décisions que je prends que quelqu'un d'autre pourrait prendre. Christophe Rochefort, CTO de SNCF Connect, qui revient sur le Day of Chaos. Alors, il y en a un que je me souviens bien, alors celui-là on l'a pas testé directement en prod, mais on avait mis en place ce qu'on appelle des Day of Chaos, parce que pour accompagner ce genre de démarche, on avait ajouté de la gamification, de l'événementiel, et on crée des faux incidents, mais pour le coup, alors c'était en pré-prod, mais ce qui est intéressant, c'est ce chaos qu'on avait généré, c'est qu'on a des applications, on a un load balancer, qui permet on a X serveurs dans son application, qui est up et qui répond. On a un load balancer devant qui reçoit la requête et qui envoie, selon les règles, en round robin ou autre, vers le serveur le plus disponible, entre guillemets, pour répondre à la requête. Pour ça, il a ce qu'on appelle une ligne de vie. C'est un sorte de ping qui va lui dire le serveur est là ou il n'est pas là. Parce que si le serveur n'est pas là, il ne va rien lui envoyer. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié l'URL de la ligne de vie. On a rajouté un /toto. Ce qui fait que tous les serveurs étaient up. Donc un développeur qui regarde, je ne comprends pas, tous mes serveurs mais sont up. Mon load balancer est up. Pourtant, j'ai pas de réponse. Et ça, ils ont mis plus d'1 heure à trouver la cause. Pourquoi je prends cet exemple ? Des fois, on a du bol et c'est bien d'avoir du bol. Je pense que 2-3 mois plus tard, ça nous arrivait en prod, déploiement d'une configuration, une erreur sur la ligne de vie. On a mis moins de 10 minutes à le corriger. Parce qu'il y a eu cet entraînement. C'est un coup de bol d'avoir peut-être tombé exactement sur le scénario. Le scénario qu'on avait envisagé. Mais n'empêche que rien que ça a apporté de la valeur aux équipes. Et l'idée de la gamification, c'est que, en vrai, qu'est-ce qu'on avait fait ? On les avait entraînés à faire du suivi de prod et à détecter les incidents et les corriger. Si j'avais organisé une journée de formation à détection d'incidents, je pense que j'aurais pas eu beaucoup de devs. Maintenant, si j'organise un jeu Day of Chaos où je simule des incidents et que je demande justement à la prod de simuler des incidents sur les environnements des devs et que eux ils doivent les détecter, en fait c'était du fun. Là, ça devient marrant, quoi. Ça devient marrant. Donc voilà, Chaos Engineering, c'est mettre en place des démarches pour à la fois améliorer le système technique, apporter de la résilience, mais aussi organisationnel. Ton SI, c'est pas uniquement des machines, c'est pas uniquement des applis, c'est aussi les humains qui sont derrière. Et les deux font partie de ce qu'on appelle le système socio-technique. Et ta résilience, elle est portée par les deux, pas que par l'un ou par l'autre. Grégoire Jeanmar, CTO de Multis, nous parle du Proof of Work versus Proof of Stack. Effectivement, une des choses qui est très souvent reprochée un peu à l'univers des crypto-monnaies, c'est l'empreinte carbone. Donc, notamment Bitcoin qui consomme des quantités faramineuses d'énergie. Et donc, Ethereum, il fonctionne un peu sur le même principe avec un consensus. Donc, le consensus, c'est ce qui permet à tous les nœuds du réseau, donc les dizaines de milliers de serveurs qui font fonctionner le réseau, de se mettre d'accord. Et donc, sur Bitcoin et sur Ethereum, le consensus, c'est ce qu'on appelle le proof of work, la preuve par le travail. Et donc, pour choisir le mineur qui va valider le prochain bloc de transaction, il y a une petite compétition mathématique qu'on donne à tous les nœuds du réseau. Et celui qui est le premier à résoudre ce problème mathématique, ce puzzle, il a le droit de publier le prochain bloc et de récupérer tous les frais de transaction qui sont dans chaque transaction du bloc. Et donc ça consomme énormément d'énergie. Et donc Bitcoin ne va pas transitionner sur un autre consensus, mais Ethereum 2, c'est le changement du consensus au niveau de la blockchain. Et donc ils vont passer de preuve du travail à ce qu'on dit proof of stake, qui est preuve par l'enjeu, et qui est quelque chose qui est régi beaucoup plus par une logique économique que de ressources informatiques. Donc en fait, en l'occurrence, on va avoir des validateurs qui vont mettre une mise. Donc là, sur Ethereum 2, la mise c'est de 32 Ethers. Donc aujourd'hui, ça vaut beaucoup. Je dirais à peu près $50 000. Ah ouais, mais il y a combien l'Ether là du coup ? Je sais pas.
Je ne sais pas trop exactement, mais voilà, grosso modo, on doit être à 1500 32 ouais. Ethers. Ouais, ça doit être 2000, 3000 $ l'Ether. Donc, 32 Ethers, voilà, c'est le coût aujourd'hui pour devenir validateur sur Ethereum. Et donc, là, en l'occurrence, il n'y a plus vraiment de problématique de ressources informatiques pour résoudre un puzzle. Tous les validateurs qui ont mis une mise vont commencer à valider des blocs, ils vont être sélectionnés de manière relativement aléatoire. Par contre, si un validateur décide essayer de jouer malicieusement, essayer de trafiquer le prochain bloc, trafiquer la blockchain, le risque c'est de perdre sa mise. Romain Koenig revient sur le caractère à géométrie variable de ce qu'on peut mettre derrière le mot CTO. Donc CTO, moi je trouve que c'est un nom où il faut prendre un peu de recul aussi, parce que force est de constater qu'on utilise... Enfin, CTO, ça décrit la personne qui est responsable de la partie technique sur plein de boîtes, mais des boîtes vraiment qui ont des métiers différents et de tailles différentes. En fait, des CTO, il y en a un à partir d'une boîte où elle fait 3 personnes. On peut déjà avoir un CTO, comme il y a des CTO de boîtes de 1000 personnes, quoi. Et avec tout le spectre au milieu de 10, 20, 30, 100 personnes. Donc moi, de l'expérience que j'ai pu avoir de la création de la boîte à une boîte où maintenant on est 175 et avec une équipe tech qui fait 30 développeurs, et c'est pas du tout le même métier que quand on est 3 devs, 10 devs, on va dire 6 devs, on a une squad, et après quand on passe à plusieurs squads, et un jour ça va passer avec plusieurs tribes, etc. Moi j'ai vu mes responsabilités shifter du code, on va dire la partie management, recrutement, qu'on a un peu parlé au début, quoi. Ouais. Sauf qu'en fait, durant tout du long, le CTO, lui, il reste le titre, quoi. Le terme. Ouais. Ah, le terme. Et le jour où j'ai eu le terme, c'est marrant parce qu'on m'a invité du coup à des Slack de CTO, donc j'ai invité à rencontrer plein de CTO, à des dîners même de CTO. Et du coup, on rencontre des gens qui ont le même titre que toi, le même job. Mais en fait, on fait pas du tout la même chose. Parce que moi, je me rappelle que je parlais de problématiques avec des personnes qui me regardaient et me disaient « Ah ouais, c'est marrant, moi j'ai pas fait ça depuis 4 ans. » Et donc c'est marrant parce que du coup, je m'identifiais plus avec leur lead dev à eux, qu'à eux en vrai, alors qu'on avait le même soi-disant poste. Et c'est ça que je dis, faut prendre un peu du recul parce que il y a un petit côté, peut-être ça peut monter à la tête, le titre ou je ne sais quoi, mais en fait, CTO d'une boîte de 30, c'est pas du tout qu'une boîte de 1000, et en fait, on fait pas le même métier, il faut faire un petit peu attention. Oussam Faki, CTO La Combe du Long-Vert, qui nous parle de l'approche 100% pair programming. Ouais, exactement. Moi, j'en ai fait pendant 4 ans et demi, en fait, du pair programming à temps complet. Ça veut dire que lorsque j'arrivais le matin, j'avais pas mon ordinateur qui était en fait un ordinateur à moi, mais c'était plutôt un ordinateur, une machine que je partageais avec un autre collègue qui était mon binôme. Tu as fait 4 ans et demi 4 ans et demi, ouais, pair programming client, ouais. à temps complet. À temps complet, ouais. C'était en fait chez... C'est pas fatigant au bout d'un moment de... Si, c'était fatigant, ouais. En fait, vraiment, c'était fatigant, mais c'était pareil, une compétence en plus. C'était une compétence en plus. Ça veut dire qu'en gros, lorsque je dis c'est une compétence en plus, ça veut dire qu'en gros, je peux être un bon développeur, mais ça veut pas dire que je suis un bon binôme. Et ça, en fait, c'est quelque chose où il faut faire en fait attention. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque je vais binômer en fait avec quelqu'un, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec des développeurs qui étaient brillants, mais dans le binômage, ils n'étaient pas aussi brillants que dans la partie technique. Parce que le binômage, ça nécessite... Grosso modo, c'est le moment où tu apprends aussi à faire une code review, une PR, une bonne PR, à communiquer, faire un feedback à ton binôme en mode bienveillant. Oui, mais pour moi, ça dépasse ça. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, derrière, lorsque on dit en fait un peu, je veux faire en fait un review, c'est le code, il est déjà fait. C'est trop tard, en fait, je dirais. Ouais. Binômage, vraiment, ça veut dire qu'en gros, on va co-construire quelque chose en fait ensemble. Du coup, derrière, il faudrait en fait vraiment, il y a une partie de coordination qui est en fait assez importante, dans le sens où, voilà, en fait, si on va déplacer par exemple cette table-là, je pourrais tout seul avoir la force de la déplacer, comme tu pourrais avoir tout seul. Ou te faire mal. Ou me faire mal. Et des fois, en fait, on pourrait en fait faire ça à deux. Du coup, si on fait ça à deux, ça devrait être facile. Mais si on va pas bien se coordonner, ça pourrait en fait quelque chose qui rapidement pourrait devenir une tâche complexe. Et c'est pour ça en fait que lorsqu'on fait du pair programming, la partie coordination est une partie importante.
il faut prendre le temps de se coordonner avec son binôme. Et après, derrière, il faut encore avoir de la patience parce que des fois, si mon binôme il a un avis différent, s'il souhaite faire les choses en fait d'une manière différente, il faudrait en fait prendre en considération un peu ce qu'il a envie de faire. Des fois, moi encore, j'ai envie en fait de mettre en place en fait des choses, mais je peux pas le faire parce que même si j'ai le clavier, c'est pas non ton plus code en fait une raison pour que j'écrive ce que j'ai envie d'écrire. Et puis derrière, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a un avis en fait avec une autre personne, derrière, des fois, on est rassuré. Des fois, ça permet encore de réfléchir en fait à deux. Le focus, il est beaucoup plus présent. Et c'est d'une manière générale, moi, en tout cas, je garde des très bons souvenirs en fait sur ces 4 ans et demi en fait de pair programming. J'ai fait pas mal de talks encore sur le sujet parce que j'avais plein de choses à raconter. Benoît Jacquemont, CTO, cofondateur de Akeneo, et qui revient sur ce choix fort de l'open source. Et alors, est-ce que tu fais évoluer ta version open source ? Complètement. Ouais. Ouais, complètement, ouais, elle continue à évoluer. Tu la refactores, tu la refonds de temps en temps comme une appli. Il y a des nouvelles features tous les ans, voire tous les trimestres qui arrivent dessus. Une des plus grosses features qu'on va faire cette année, qu'on est en train de développer, elle va arriver dans la version open source. Parce que, alors il y a différentes raisons, mais c'est vrai que quand on développe, et c'est une des caractéristiques aussi qui est un peu différente peut-être d'un éditeur traditionnel, c'est que quand on développe ou qu'on définit qu'on va développer une nouvelle feature, eh bien cette fonctionnalité-là, on décide de la mettre dans la version entreprise, dans la version open source. Et donc il y a des bonnes raisons pour le faire. Il faut garder, si tu veux, l'attractivité de la version open source. Ouais, parce que sinon, ouais. Sinon, il y a des boîtes qui ont fait ça, et en mode, tu libères le code source à un moment, mais le truc, il est mort-né, en fait, parce que personne ne le maintient, ou personne ne le fait évoluer. Et bien nous, elle continue à être extrêmement vivante, notre version open source. Tout en gardant quand même un bon compromis entre les nouvelles fonctionnalités que tu ajoutes dans la version enterprise pour pouvoir continuer à vendre la version enterprise, qui va te permettre de continuer à faire grandir ton entreprise et bien sûr après continuer à contribuer sur ta version open source. Donc ça, c'est une alchimie qui est pas facile à trouver et qui peut donner lieu à des débats internes assez intéressants. Alexis Agaï revient sur cette levée de fonds manquée à quelques jours près à San Francisco. Et voilà, on part sur l'idée de faire en fait l'équivalent de Quelcou, mais avec un plugin qu'on se promène et qui en permanence te propose des trucs quand tu te balades sur des sites, d'aller acheter des trucs ailleurs. Donc tu es sur un site qui vend tu es même un site de contenu, un blog qui n'existait pas à l'époque, mais bon, un site de journaleux, un site, je sais pas moi, d'un journal connu qui parle d'un produit, on te dit tiens, il est en vente à tel endroit, quoi. Et là, on se dit, c'est sympa, mais comment on fait ? Puis mon pote me dit, j'ai mon oncle, il connaît des mecs, ça s'appelle des Venture Capital, il m'a filé un numéro de téléphone. Je fais, ok, je vais l'appeler, je savais pas ce que c'était. Je prends mon téléphone, donc on est en 99, j'appelle un gars, comme ça, un peu au hasard. Le mec, il décroche, encore plus surprenant. Je lui dis, bonjour, voilà, on a développé un outil, je sais plus ce que j'ai dit, mais j'étais pas très fameux, quoi, dans ma présentation. Et le mec génial me dit, mais c'est génial, le mec incroyable, quoi. Il dit, c'est génial, j'ai exactement le projet auquel je pensais, c'est super, c'est fabuleux, votre truc, venez me voir. Ok, incroyable. Alors je sais pas si j'ai le droit de les nommer, mais bon, allez, je vais dire, c'était Sophie Nova, et je les remercie, le mec était fabuleux, il nous a boosté, quoi. On va le voir, le mec, il voit, on lui fait une démo du produit, il lui dit, mais c'est fabuleux, c'est exactement ce à quoi je pensais. Alors, des fois, je pense qu'il y a des investisseurs comme ça. Les VC, ils se disent, il y a des secteurs où il y a un truc à faire, il faut le faire. Si je trouve une boîte qui fait ça, c'est chouette. Et lui, c'était ça. Il s'est dit, il y a vraiment un coup là, il y a un truc incroyable, c'est ça. Puis nous, on ne comprend pas trop, on avait juste un soft et on dit ok. Et puis il nous dit, est-ce que vous avez un business plan ? Alors, on avait vaguement entendu parler du concept. On avait fait un business plan de 2-3 pages. Ça fait marrer quand même. 4 pages. On demandait 50 000 francs. Bon. On voulait lever 50 000 francs. Le mec, on lui sort le truc. Je sais pas ce qu'il a dû se dire à ce moment-là. Et en même temps, à l'époque, il y avait pas beaucoup de boîtes comme ça. Enfin, il y avait des multimania, des boîtes qui étaient rentrées en bourse, qui étaient connues. Il y avait eBazaar. C'était pas tout à fait la même temporalité, mais si, c'était à peu près la même période, un peu avant, en fait, on va dire. Il y avait quand même beaucoup de boîtes qui étaient en bourse aux US, en tous les cas. Et là, on lui sort notre truc avec 50 000 balles. Je crois qu'il a bien dû rigoler. Mais quand même, il nous a quand même pas pris pour des...
pas forcément pour des abrutis, parce qu'il nous a dit c'est génial, il faut que vous alliez aux US vendre votre produit. Je vous introduis auprès de mon collègue aux États-Unis, à San Francisco. On vous paye les voyages, vous allez faire la presse là-bas. Avec mon pote, on se regarde, on fait OK. Bon, à l'époque, on n'avait pas trop compris ce qui se passait, donc on se dit super, c'est génial, mais en même temps, on était assez surpris et modeste, donc on se dit pourquoi pas, mais bon, on sautait pas comme des cabris. Donc on va à San Francisco, on rencontre les mecs, alors là, pareil, ils ont des bureaux de malades. Nous, on avait mis un costard, 3 pièces, cravate, tout ça, on se disait c'est des banquiers. On arrive, on tombe sur des types en short et tongs. Déjà, ça fait un peu bizarre. On s'est dit on doit pas être dans le bon mood. Bon, San Francisco, c'est San Francisco. On l'a su juste après, que finalement on était un peu décalé, que tous les Français qui arrivaient, ils arrivaient en costard et 2 jours après, ils tombaient le costard, ils finissaient en t-shirt. Bon, on a très vite pris le pli. Les mecs étaient incroyables, quoi. On arrive dans les bureaux, on fait la presse, ils disent c'est génial. Et puis bon, comme ils n'étaient pas très tech, ils ne savaient pas trop ce qu'on faisait, ils disent on va demander alors à l'époque, probablement l'équivalent des business angels, il faudrait que vous présentiez votre produit à d'autres gars qui ont déjà monté une boîte ici, qui ont fait un exit et qui mettent des tickets d'entrée. Votre produit, il faut les rencontrer demain. Donc on fait cette presse assez grave. Les timings ont l'air à chaque fois fous. T'appelles un gars, il veut te voir dans la demi-heure. C'est exactement ça. Envolez-vous vers San Francisco C'est et ça. puis vous allez voir un type demain, quoi. Et ça c'est un truc particulier à la Californie, je l'ai vécu plusieurs fois, c'est que les gars, ils décrochent le téléphone, ils disent il y a des gars qui sont là, qui veulent le voir, est-ce que tu peux les rencontrer? Et les mecs, pas de problème, 6h du mat, on est là. Enfin, ils déroulent le calendrier. Il n'y a pas de attends, je regarde, dans 6 mois je suis dispo. Non, les types, du jour au lendemain, lundi, mardi, on rencontre les mecs à 6h du mat. De fait, ils étaient venus et on leur fait une presse et tout. Et les mecs disent c'est génial, bien vu, super, etc. Et c'est vrai que, immédiatement, ça marche comme ça. Parce que après, les mecs, pareil, disent maintenant, il faut qu'on s'occupe de votre visa. On va appeler l'avocat, vous allez le voir. Ils décrochent. Salut Joe, il y a des Français là, ils sont là. Est-ce que tu peux les rencontrer? Ok, à midi, on y va. Et tout le temps comme ça. Donc toute la semaine est comme ça. Puis pas de bol. Je sais plus quel jour, il y a une annonce, une start-up qui fait exactement la même chose que nous, qui vient de lever $5 millions. Et là, les mecs, je sais pas ce qui se passe. Ils aiment bien, alors ça c'est un truc aussi, ils aiment bien être les first movers. Ils se disent, s'il y a déjà un mec qui a fait ça, ça va être chiant d'être le second. On peut essayer, mais là vous êtes un peu rookie, machin, ça va être compliqué. Donc ça commence à sentir un peu la mécanique s'enlise un peu. Et globalement, nous on a compris qu'on s'est bien marré, mais que ça aurait pu marcher si on avait été 2 semaines plus tôt. Ouais, quasi. Ouais. Vraiment 2 semaines plus tôt. Les mecs ils allaient vite, ils déroulaient quoi. Arnaud Demarque, CTO de Lasky, revient sur l'importance de savoir donner un prix à la ligne de code. On est allé voir le métier en leur disant on a une solution pour sortir de cette ornière. Par contre, pendant 6 mois, il ne se passe plus rien. Et on ramène tout à Paris. Donc ça, c'était une décision assez forte, et voilà, donc il y avait... faut convaincre là quand même. Ah ouais, il faut convaincre, oui, parce qu'en plus, dans l'application, tout à l'heure, je t'ai parlé de produits structurés, donc ça fait partie du sujet, donc il y a une branche qui sert cette ligne produit qui est hyper importante en termes de revenus, donc voilà, s'arrêter 6 mois, c'est impactant. C'est une perte c'est une perte sur 6 mois. C'est sur 6 mois, mais alors le service continue avec le legacy, mais on fait plus d'évolution, c'est ça que ça veut dire. On n'arrête pas le service. Mais par contre, n'acquiert plus de part de marché. Voilà, mais il faut se rappeler d'un truc, c'est qu'on livrait que 6 fois par an. Oui, tu perds Donc tu perds 2 à 3 releases, et sachant que 2 à 3 releases qui derrière génèrent plein de bugs, post-release. Voilà, donc je pense que on a essayé de convaincre justement là-dessus. On a aussi convaincu le fait que de rationaliser un peu les équipes, au lieu de avoir des grosses équipes, de mettre moins de personnes avec des équipes mieux choisies, avec des développeurs plutôt bons. On a fait le pari de la vélocité. Et donc c'est comme ça qu'on a réduit les équipes, plus petites, mieux organisées, avec un product owner en face de chacune de ces lignes produits, avec un effort du X très fort. Donc plutôt que de coder et puis après de faire du refactor en permanence, on a posé aussi avec Alain des bases assez fortes. C'est lui qui a amené ça, c'est d'être vraiment très use case driven. Et de ne coder que lorsque on a posé les personas, on a posé l'UX, que les choses sont correctement pensées, pour après commencer à coder des choses. Et ça paraît assez bizarre, mais c'est vraiment la bonne façon de faire. Et on cite souvent les GAFA, ils fonctionnent comme ça. Faut pas croire qu'ils sont tout le temps en train de partir dans tous les sens. Non, ils sont très très rationnels. Et on avait du coup à cette époque aussi rencontré quelques développeurs de ces antennes-là, de chez Facebook, etc. Et ils expliquaient exactement ça.
et donc être rationnel, pas partir dans tous les sens, et justement peser le prix de la ligne de code. Et donc on est sur donc de la... Le prix ou le ROI du coup? Bah, ça va avec, c'est-à-dire que ta ligne de code, si derrière tu la ship trop vite et puis que derrière tu dois passer à nouveau 2-3 mois à la refaire parce que ça n'a pas apporté la valeur attendue et que ça ne correspond pas au use case espéré, bah, la perte elle est énorme. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux réfléchir avant et bien structurer le besoin. Et donc cet effort d'UX et de design en amont, elle est, en tout cas on trouve qu'elle est plutôt très très salvatrice et nous évite pas mal de gaspillage. Antoine Bull, CTO, cofondateur de The Edge, qui nous parle du legacy. T'as dit quelque chose, je continue sur le legacy, parce que donc on comprend que toi, ton approche et ton choix, et tu l'expliques, c'est on fait pas une refonte à côté, mais plutôt on va isoler des features et on refait petit à petit par service, par microservice, par fonctionnalité. T'as dit quelque chose, t'as dit quelque chose sur l'attractivité du legacy. T'as dit voilà, les développeurs des fois, legacy, tout ça. Absolument. Est-ce que tu as travaillé la manière de rendre attractif le fait de bosser sur une application legacy? C'est une très bonne question qui se pose un peu tout le temps et elle se pose aujourd'hui dans nos équipes comme à beaucoup d'endroits. Et la première chose, c'est que je trouve que ce sujet-là est probablement intellectuellement et d'un point de vue technique, approche technique, architecture technique, un des plus compliqués qu'on ait à gérer. C'est-à-dire que c'est relativement facile de construire une plateforme de zéro, bah, t'as rien, tu construis, tu fais tes choix, t'as pas beaucoup de contraintes particulières là-dessus. Quand tu travailles sur une plateforme legacy, avec cette approche-là de se dire bon, bah, je vais commencer par essayer de la découper par morceaux, découper certains morceaux et de le refondre étape par étape. Ce qui a pour vertu de procéder de manière très itérative. Ça rejoint évidemment tout ce qu'on disait sur l'agilité, le côté itératif des choses. Ça te permet de faire ça tout en accompagnant le business. C'est-à-dire que quand tu refonds une de ces parties-là, tu peux te permettre de rajouter des fonctionnalités, d'enrichir la plateforme au fur et à mesure. Et tu n'embarques pas de problème il va falloir que je switch d'une vieille plateforme à une ancienne plateforme à une nouvelle plateforme, ce qui est en tout cas dans notre domaine du SaaS, une galère absolue. Et donc, intellectuellement, de construire des nouveaux modules pour remplacer de la modularité que tu auras créée sur une plateforme legacy, c'est un enjeu technique et technologique qui est beaucoup plus compliqué que de créer une plateforme from scratch et que je trouve du coup beaucoup plus stimulant et beaucoup plus intéressant, et c'est là qu'on apporte, je trouve, le plus de valeur d'un point de vue ingénierie, et ça te donne aussi une perspective très différente sur la façon de construire les plateformes et les solutions software. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mesuré l'impact des années plus tard d'un mauvais choix d'architecture ou d'une mauvaise approche ou de choix techniques douteux, ça te fait envisager les choses de manière très différente. C'est-à-dire que tu te dis, quand tu construis une nouvelle plateforme, ok, mais comment ça va évoluer dans les années qui viennent et comment ça se passera dans 3 ans quand je vais relire mon propre code et que je vais me dire, mais qui a codé ce truc-là, c'est hyper mal fait. Et ben, c'est toi qui l'as fait en fait, c'est juste que tu t'en souviens pas, c'était il y a 3 ans. Donc je trouve que c'est un exercice extrêmement stimulant, extrêmement compliqué et intéressant, et sur lequel on est insuffisamment équipé, armé en termes d'approche et de méthodologie. Ce que je te dis là est encore très peu popularisé. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.